voilà, combien ça va vous coûter en outils, est-ce que vous faites appel à un prestataire, le temps investi par vos équipes pour l'installer, pour le gérer, parce qu'encore une fois, votre temps vaut de l'argent, et les bénéfices générés, combien de temps vous allez gagner et à quel point vous allez, par exemple, réduire des erreurs. À chaque automatisation, sa petite formule, mais ayez toujours ça en tête avant de lancer un projet d'automatisation. Et vous allez voir, encore une fois, si je ramène ça au petit sujet des agents IA, il y a beaucoup d'agents IA qui, en fait, ne vous font pas gagner tant de temps que ça. Donc, c'est intéressant de l'avoir tout de même en tête. Si vous voulez faire des automatisations qui soient rentables, pensez toujours au ROI dès la première étape, parce que si le ROI n'est pas fou, vous ne faites pas les 4 autres étapes. On s'arrête vraiment là. Le quoi, qu'est-ce qu'on automatise finalement? C'est une considération ultra opérationnelle. Que vous fassiez un workflow classique avec les outils make.com, N8N, qu'on verra encore une fois après, ou que vous fassiez le meilleur agent IA de la Terre, globalement, c'est hyper important de comprendre clairement ce qu'on cherche à automatiser. Et alors ça, je suis absolument navré, mais quoi qu'il, ça devra passer ce qu'on appelle une cartographie. Vous avez plein de sujets que vous pouvez automatiser. On vous donne quelques exemples. Générer des fiches produits, faire de la prospection, générer des newsletters. J'imagine que vous le savez très probablement si vous êtes là. Mais c'est hyper important de savoir le sujet, entre guillemets, un peu macro. Voilà, on cherche à automatiser, par exemple, la génération d'articles de blog. Mais c'est hyper important également de le savoir à l'échelle micro. Donc, il faudra venir mapper le process étape par étape. Ce qui va être également hyper important, c'est de comprendre, OK, étape 1, étape 2, étape 3, étape 4, quels sont les logiciels dont j'ai besoin. Et ça, c'est hyper simple, en fait, c'est les logiciels que vous utilisez déjà au quotidien. Si vous voulez, par exemple, j'en sais rien, automatiser l'envoi d'une facture à quelqu'un, il faut connaître le logiciel qui est utilisé pour envoyer des factures. Et ce logiciel-là, vous verrez qu'on a un grand sujet, il faut absolument qu'il soit ouvert. On verra après ce que ça veut dire être ouvert. Mais le quoi, le avec quoi, c'est globalement tous les outils que vous utilisez dans la tâche que vous souhaitez automatiser. Et alors là, je vais vous arrêter sur un sujet qui est hyper important. Beaucoup de gens pensent que l'IA, c'est une solution magique. Mais en fait, l'IA, c'est juste un outil au service de la tâche. Je vous donne un exemple. Lorsque vous cherchez, par exemple, à venir générer une synthèse de documents PDF, d'accord? Le premier réflexe, ça va être de télécharger le document de PDF, par exemple, sur Gmail, si vous l'envoyez par mail, d'ouvrir ChatGPT, d'accord? De donner le document à ChatGPT et lui demander de vous faire une synthèse. Alors ça, c'est génial. Mais en fait, vous avez utilisé ChatGPT, d'accord? C'est pas ChatGPT qui a tout fait pour vous comme par magie. Et ça, c'est un petit peu le gros problème qu'on a avec les agents IA, c'est qu'il y a cette espèce d'énergie comme quoi les agents IA sont capables de tout faire en claquant des doigts. Non, même pour le cas des agents IA qu'on verra juste après, l'IA, c'est juste un outil au service de la tâche qu'on souhaite automatiser. Au même titre que Google, que Gmail est un outil, au même titre que votre CRM est un outil, au même titre que, par exemple, un site d'actualité est un outil. Ce ne sont que des briques fonctionnelles. Et ça, il faut vraiment l'appréhender. L'IA, ce n'est pas une solution magique, c'est un outil au service de la tâche. Où ça? Alors, ça, c'est l'étape d'après. C'est où est-ce qu'on va venir concrètement créer cette automatisation? En fait, ça va clairement être comment est-ce qu'on va venir connecter nos différents outils. Si par exemple, encore une fois, je reprends l'exemple de je veux automatiser l'envoi de synthèse de documents, d'accord? Génial, j'ai la liste de mes outils. Il me faut Gmail pour télécharger le document. Il me faut ChatGPT pour synthétiser le document. Et on va dire par exemple qu'il va me falloir Microsoft Teams pour envoyer le message à Vivien, d'accord? Donc ça, c'est génial. Mais la question qu'on peut se poser légitimement, c'est de se dire, OK, comment est-ce qu'on les connecte, ces outils-là? Comment est-ce qu'on fait en sorte qu'ils soient cohérents? Et c'est là, en fait, on a cette notion de tuyauterie qu'il est hyper intéressant et important d'avoir en tête, c'est que vous allez utiliser des plateformes dans la plupart du temps. Et fondamentalement, encore une fois, c'est du code informatique, c'est pas de la magie liée à l'IA. Vous avez en gros 3 chemins qui s'offrent à vous. Je ne vais pas rentrer dans les détails là tout de suite, mais vous avez le chemin que personne n'utilise, c'est celui du code. D'accord? Vous pouvez vous dire que vous allez coder les connexions une à une. En vrai, plus beaucoup de monde fait ça dans les automatisations, à part si c'est vraiment des choses très structurantes avec des grosses contraintes de sécurité. Et vous allez avoir 2 outils, ce qu'on appelle le low-code et le no-code. Le no-code, c'est typiquement les outils comme Make, comme Zapier, qui vous permettent de connecter de manière visuelle des applications. Et le low-code, c'est comme le no-code, sauf que si vous avez besoin d'écrire du code à un endroit, vous pouvez le faire. Et en fait, si vous voulez, le no-code, c'est une tendance qui a totalement accéléré depuis la pandémie du Covid-19. Et donc, tout le monde automatise en utilisant des outils de no-code. La notion d'autonomie du système, c'est quelque chose qui est absolument critique, comme on l'a vu au début. Et cette notion d'autonomie du système, c'est clairement le comment. À quel point le système peut-il agir sans intervention humaine? Et c'est là qu'on va venir mettre en avant 2 notions qui sont super importantes sur les agents. Vraiment. Ça va être la capacité d'adaptation. Si votre agent se retrouve face à un scénario que vous n'aviez pas prévu, comment est-ce qu'il va être capable de formuler un protocole d'action, une liste de tâches à faire pour répondre à la problématique? Par exemple,
j'ai créé un agent IA, d'accord, pour gérer mon service client. Il y a une demande qu'il n'a jamais vue, que je n'avais jamais anticipée et dont je ne lui ai pas parlé. Comment va-t-il mettre en place un plan d'action, étape 1, étape 2, étape 3, étape 4, qu'il va pouvoir exécuter afin de répondre à cette problématique. Et la liberté, c'est un terme qui est complémentaire à l'adaptation, c'est à quel point il va avoir le droit d'avoir accès à d'autres outils pour exécuter son comportement adaptatif. Je reprends l'exemple encore une fois de mon service client. Mon service client, typiquement, je reçois cette demande que je n'avais pas du tout anticipée. Et pour répondre à cette demande, il faut qu'il se connecte à mon CRM. Est-ce qu'il a la possibilité de se connecter à mon CRM? Et si oui, est-ce qu'il a la possibilité d'aller récupérer l'information qui est pertinente? C'est ça la liberté d'un agent. En fait, si vous voulez, c'est quelque chose que personne n'aime faire dans les entreprises, que personne n'aime faire en général, mais le problème, c'est que ça part de là, c'est de faire une cartographie d'un processus. Je vous reprends l'exemple de mon ami, le processus de création d'un article de blog. En fait, on voit bien que vous avez une suite d'étapes logiques. Étape 1, ça va être début de l'automatisation. OK, on va d'abord rechercher des mots-clés, on va faire de l'analyse de la concurrence, on va extraire les sujets pertinents. Ensuite, on va passer à un plan de contenu, générer des articles sur la base des mots-clés, patati. Vous voyez que tout ça est très séquentiel. D'accord? Cette séquentialité, c'est déjà très important, comme je vous le disais, de venir identifier clairement les outils avec lesquels on travaille sur chacune des étapes. SEMrush, Gemini, Google Drive et WordPress. Mais surtout, c'est une logique qui est absolument rigide. On appelle ça le if this, then that. Si ça, alors ça. Ouais, c'est ça, c'est si ça, alors ça. Donc, en fait, si vous voulez, c'est absolument rigide. Donc, si le début de l'automatisation, c'est la recherche de mots-clés, l'automatisation ne commencera pas si j'envoie des mots-clés sur Slack à quelqu'un, par exemple. D'accord? Le flow d'exécution est rigide. Par exemple, si à la fin, je voudrais que le contenu soit publié sur WordPress, ce qui est la fin de mon automatisation, hein, je génère l'article de blog et je vais le publier sur WordPress, il ne sera pas capable, si je veux qu'il le publie ailleurs, de le publier ailleurs, puisque toutes les étapes sont une à une, logiques, séquentielles et explicites dès le début. D'accord? Et c'est là où vient venir la vraie différence avec les agents. Dans le monde classique, d'accord, et donc là, ce que je vous présente comme schéma, c'est globalement 99% des automatisations que vous voyez passer sur LinkedIn avant il y a 6 mois, d'accord? C'était une logique séquentielle. S'il se passe ça, alors ça, alors ça, alors ça. Étape 1, étape 2, étape 3, étape 4. Absolument rigide. Et donc, ça vous crée 3 contraintes. La première, c'est que vous étiez obligé d'anticiper tous les scénarios possibles. Parce qu'en fait, si vous aviez, par exemple, je ne sais pas, une exception du style l'analyse de la concurrence ne renvoie rien, d'accord? Vous deviez explicitement dire, OK, bah, s'il ne se passe rien au niveau de l'analyse de la concurrence, alors je dois faire ça. Chose, par exemple, sur ce schéma qui ne figure pas. Donc, mon automatisation n'aurait rien fait là-dessus. Le deuxième, ça aurait été très simplement que il faut prévoir, encore une fois, toutes les exceptions, tous les scénarios. Et ça, c'est très compliqué. Et le troisième point, avec cette logique-là, qui était la grosse limite, c'est qu'effectivement, on pouvait mettre de l'intelligence artificielle. Par exemple, on en a ici sur la génération de contenu avec Gemini pour générer les articles. Mais globalement, l'IA, ça s'arrête là. C'était un outil. Votre automatisation n'était pas intelligente. Je vous montre un exemple. Donc ça, si vous voulez, c'est une automatisation qui est faite sur un outil de no-code qui s'appelle make.com. D'accord? Je prends mon article de blog, je le synthétise et je le transforme en post sur Twitter, en post sur LinkedIn, en post sur Facebook. OK? Bah, si vous voulez, cette automatisation-là, nous, on a l'intelligence, parce qu'on a fait du if this then that, de comprendre à quoi elle sert. Mais l'outil sur lequel cette automatisation est développée ne comprend absolument rien à l'objectif de cette automatisation. D'accord? Il n'y a pas cette intelligence globale. Tout ce qu'il fait, c'est enchaîner les tâches une par une et de manière séquentielle. Et ça, si vous voulez, c'est là où on va avoir vraiment la différence. Il y a une vraie limite sur ces modèles if this then that, c'est que c'est une logique qui est linéaire et qui est rigide. D'accord? Encore une fois, si je reprends mon petit exemple ici, s'il y a un scénario que je n'avais pas prévu, d'accord, il ne fonctionnera tout simplement pas. L'automatisation n'est pas capable de s'adapter à quelque chose qu'elle n'avait pas prévu. D'accord? Et l'automatisation est dépendante de la capacité qu'on va avoir au début à avoir un beau mapping, une belle cartographie de toutes les situations et de toutes les étapes, une à une. Le problème avec ça, c'est évidemment que c'est rigide, donc à chaque fois, il faut modifier et itérer. Le deuxième sujet, ça va être la dépendance aux API explicites. D'accord? Qu'est-ce que j'entends par là? Alors, les API, ici, il y a des personnes qui ne savent pas ce que c'est. Si vous voulez, par exemple, quand vous utilisez votre CRM, vous avez 2 façons de l'utiliser. C'est soit en vous connectant sur Google, vous tapez le nom de votre CRM, vous vous connectez, vous appuyez sur des boutons, vous avez des fonctionnalités qui sont exécutées. Et la deuxième, c'est un petit peu comme la porte de service dans un restaurant. Vous allez être capable de directement demander des choses à l'application, d'accord, dans le serveur de l'application, sans avoir à passer par l'interface utilisateur.
Eh bien, en fait, si vous voulez, avec les modèles if this then that, donc ces modèles séquentiels, si je n'avais pas dit explicitement que ce que je voulais, c'était que WordPress fasse cette action-là, eh bien, en fait, il ne pourrait pas exécuter la chose, d'accord? Donc, il est hyper important de venir dire clairement, bah là, par exemple, je veux que WordPress poste un article. Ça ne lui viendra pas à l'esprit de manière naturelle de se dire, ah, je voudrais que tu postes un article et je voudrais également que tu mettes celui-là en brouillon. Non, il faut coder explicitement toutes les actions. Et donc, vous aviez une dépendance qui était de se dire que, bah, avec ces API explicites, déjà, si votre application n'avait pas d'API, c'était une première limitation qui était assez violente, puisqu'en fait, vous ne pouviez simplement pas l'automatiser directement. Et la deuxième limite, c'est que, par exemple, si vous par exemple, je dis n'importe quoi, simuler un utilisateur qui se connecte et qui va aller taper quelque chose sur Internet, c'était très compliqué. Le troisième point, et c'est ce que je vous expliquais juste avant, c'est que l'automatisation n'avait pas cette compréhension globalement de c'est quoi votre objectif. Pour lui, c'était une suite d'étapes, une à une, de manière machinale. D'abord, je fais ça, ensuite je fais ça, ensuite je fais ça, sans véritablement comprendre l'objectif qu'il y avait derrière. Et c'est ça la vraie différence avec les agents, c'est que les agents comprennent l'objectif. Et donc, vu qu'il n'y avait pas de compréhension sur, voilà, sur l'objectif, bah, en fait, on pouvait se retrouver des fois avec des automatisations qui étaient absolument indigestes sur des plateformes comme Make ou autres, parce qu'il fallait anticiper tous les scénarios. Lorsqu'on faisait des tâches complexes, ça devenait un véritable enfer. Et il était par exemple impossible de juste dire, OK, je veux une automatisation qui organise mon prochain voyage d'affaires. Ce n'était pas possible. Et c'est là où les agents arrivent. Donc, avec les agents IA, ce qui change vraiment, c'est qu'au lieu de venir programmer cette recette, étape 1, étape 2, étape 3, donc c'est IFTTT. Depuis tout à l'heure, je dis IFTT, mais en fait, c'est IFTTT. On définit un objectif à l'agent. Et c'est lui qui va déterminer la meilleure recette, donc les meilleures étapes, 1, 2, 3, 4, pour y parvenir, ce qui permet évidemment d'avoir plus de flexibilité et d'autonomie. Et c'est là où ça change. Avant, il fallait tout expliquer de manière très explicite, prendre en compte tous les scénarios, les intégrer. Maintenant, on est capable de venir juste donner un objectif. Et c'est la même logique. Pourquoi est-ce qu'on fait cette automatisation? Qu'est-ce qu'on cherche à automatiser? Les outils dont on a besoin? Avec quelle plateforme on construit? Et là, les agents vont être capables d'effectuer des tâches. Et c'est ça qui est véritablement différent. Alors, concrètement, qu'est-ce qu'un agent? Un agent, encore une fois, ce n'est pas de la magie, c'est un programme informatique qui est conçu pour agir de manière autonome afin d'atteindre un objectif spécifique en utilisant un ensemble d'outils à sa disposition, un petit peu comme les automatisations qu'on a vues juste avant. Contrairement aux logiques IFTT, d'accord, qui sont process driven, c'est-à-dire qu'en gros, on suit un process, d'accord. L'objectif, c'est de suivre un process. Bah, les agents IA, eux, ils sont goal driven, c'est-à-dire qu'en gros, eux, ils veulent atteindre un objectif. Et ça change tout, d'accord. Les avantages des agents sont les suivants. Ils sont capables de venir créer, en fait, vous allez leur demander organise-moi mon prochain voyage d'affaires. Et c'est lui qui va dire, OK, bah, étape 1, je vais essayer de comprendre où est-ce que tu vas. Étape 2, je vais regarder tous les hôtels à disposition autour de toi. Étape 3, je vais aller regarder s'ils sont disponibles. Étape 4, je vais tenter de voir si je peux te réserver. Vous voyez, il va créer tout un plan d'action. Et si, au cours de l'exécution, il va y avoir un problème, il va être capable de se dire, OK, bon, ça n'a pas marché, je modifie ma prochaine tâche. La capacité d'adaptation, c'est exactement ça. Il va avoir des capacités d'interaction un peu étendues. Donc là où avant on était restreint aux outils, on devait faire en sorte d'avoir des API, vous savez, ces portes dérobées, enfin portes dérobées non, mais ces portes de service pour se connecter aux applications. Maintenant, avec les agents, il y a tout un domaine qui est en train d'exploser, c'est le fait de pouvoir simuler des activités web, simuler des clics, pour que véritablement ils se comportent un petit peu comme nous, on se comporterait finalement sans chercher à exécuter une tâche, en ouvrant un navigateur et autres. Et ce qui est hyper intéressant, c'est qu'il peut avoir une mémoire, il peut avoir une compréhension du contexte. Rappelez-vous, les IFTT ne comprenaient pas ce qu'on essayait de faire. Pour eux, c'était juste un enchaînement d'actions. 1, 2, 3, 4. Et bien là, l'agent, il a conscience de l'objectif, d'accord. Et donc, il est capable de se rappeler de ce qui a marché par le passé, de ce que vous avez demandé par le passé. Vous êtes capable de faire un ping-pong avec. Un exemple, alors là, c'est Manus. Peut-être que vous avez entendu parler de cette application qui a fait beaucoup de bruit. Par exemple, je lui dis, je pars à Milan pour un séminaire début juillet. Et que devrais-je visiter sur place si je reste 3 jours? Et en fait, vous voyez en bas à droite de l'écran ici, qu'il m'a en fait expliqué son plan. Il allait me demander des précisions sur les préférences de voyage. Il allait ensuite rechercher les attractions. Puis il allait rechercher les informations. Il allait créer un itinéraire, compiler les informations dans un document, présenter les résultats. Et vous voyez, c'est ça la vraie logique. Si j'avais voulu faire une automatisation pour préparer des vacances de 3 jours à Milan, j'aurais dû dire, OK, étape 1, je fais ça, étape 2, je fais ça, étape 3, je fais ça, les créer à la main, une à une, les connecter. Et ensuite, si j'avais voulu, par exemple, un peu d'exotisme, je n'aurais pas été capable de modifier quoi que ce soit.
Et c'est ça, les agents. Ils sont capables de réaliser des tâches basées sur un objectif et c'est eux qui décomposent la tâche en sous-étapes. Et pour ce faire, ils ont accès à tout plein d'outils. Par exemple, ils peuvent aller naviguer sur Internet. Vous pouvez leur donner accès, par exemple, à votre banque. Vous pouvez leur donner accès à votre CRM. Vous pouvez leur donner accès à tout plein d'outils, en fait, finalement, que vous utilisez déjà au quotidien. Ils seront capables d'effectuer des tâches. Mais alors, attention, je veux être très clair sur quelque chose avec vous, c'est que c'est pas parce que les agents, ça existe que les IFTTT, ça ne sert absolument à rien, d'accord? C'est faux, et je vais juste vous accompagner 30 secondes, et après j'ai fini la partie théorique. Voilà, je suis désolé, je suis allé un peu vite, mais c'était histoire que vous puissiez avoir un maximum de contexte. C'est comment est-ce qu'on choisit entre un IFTTT, donc un flow logique, rigide et structuré, et un agent qui va être beaucoup plus libre de réagir. Et bah, c'est très simple. Tout part de votre problématique et de ce que vous voulez automatiser. Si vous voulez automatiser quelque chose qui est un processus défini, très répétitif, très stable, basé sur des applications qui sont connues. Donc voilà, d'ailleurs, je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui travaillent avec des applications d'entreprise qui ont été faites à la main il y a 10 ans ou 12 ans, mais voilà, ça c'est un vrai frein à l'automatisation en général. Si elle est simple, directe et qu'elle est prévisible, donc vous avez en tête tous les scénarios, vous avez un excellent candidat pour une automatisation qu'il ne faut pas faire avec un agent, mais qu'il faut plutôt faire avec quelque chose comme de l'IFTTT. Pourquoi? Parce que vous voulez quelque chose de prédictible, de prévisible, votre tâche est toujours la même, les informations, elles sont toujours au même endroit. Bref, en gros, l'IFTTT, c'est bien si globalement, il n'y a pas de scénario imprévu dans votre automatisation, dans votre process, si c'est toujours la même chose, si sur des apps connues, si l'application, c'est clairement des tâches du style déplacer des données, modifier de la mise en forme de données, envoyer des données là-bas, récupérer des données par-ci. Voilà, vous avez clairement un très bon candidat sur l'IFTTT. Ça ne sert à rien de continuer votre chemin vers les agents IA qui ne vont globalement pas forcément répondre comme vous le voulez à votre problématique. Parce que la contrepartie d'avoir un agent qui fait le plan qu'il veut, c'est que bah, vous avez le résultat qu'il veut. Hein. C'est un peu ça aussi, même si évidemment on peut cadrer. Hein, mais bon, voilà. Optez pour un agent si ce que vous avez, c'est par exemple un objectif à atteindre, comme par exemple organise mon voyage, fait une recherche détaillée sur tel ou tel sujet. Donc là, vous allez avoir un très bon agent. Si c'est complexe ou variable, donc si vous avez des chemins, des étapes 1, 2, 3, 4 qui ne sont pas toujours les mêmes pour atteindre l'objectif, l'idée d'avoir un agent qui soit capable non seulement de prendre des libertés sur un plan, de s'adapter, mais aussi avoir en mémoire les précédentes tentatives, c'est un excellent choix. Adaptative et raisonnée. Donc, si votre tâche nécessite de la logique, d'accord, de prendre des décisions basées sur une forme de réflexion, typiquement, l'utilisation de l'IA est particulièrement intéressante là-dedans. Si vous utilisez des données non structurées aussi, si vous travaillez avec du texte libre, des PDF, des emails, des conversations, c'est très, très intéressant d'avoir un agent parce qu'en fait, il va être capable de comprendre le contexte global et votre objectif. Et là, typiquement, si vous utilisiez par exemple de l'IA dans du IFTTT pour analyser un document, il ne comprendrait pas pourquoi est-ce qu'on analyse ce document. D'accord? Il serait limité à l'instruction que vous lui avez donnée. Et là, typiquement, il est capable de comprendre la finalité d'un document, la finalité d'un objectif. Donc, c'est très intéressant. Et si ça demande d'interagir largement, si vous voulez qu'il aille au-delà des applications, des API classiques, si vous voulez qu'il, par exemple, navigue sur des interagissent en simulant des boutons sur un site internet, en simulant des clics, vous avez globalement un excellent candidat aux agents pour créer un agent. Bon, alors, la question à 1 million d'euros, comment est-ce qu'on crée son agent? En fait, si vous voulez, vous avez des plateformes qui permettaient de faire de l'IFTTT, qui étaient très connues. Je vous ai montré un extrait tout à l'heure. Il faut rappeler sur que les agents, c'était le prochain grand sujet et qui vous appartient. Et en plus, ça coûte significativement moins cher. Voilà. Je pense que j'en ai fini pour la théorie. Est-ce que vous avez des questions à ce stade un peu plus théorique ou pas? Pas de questions, je pense qu'on peut passer à la suite. Bah, s'il n'y a pas de questions, on peut passer à la suite alors, avec une démonstration concrète d'un agent. Et je passe donc la main à Louis Clément. Hop. Bonjour à toutes et à tous. Je vais essayer de vous partager un exemple. On est parti sur un cas assez simple. Qu'est-ce qui prend du temps et qu'on ne fait pas super bien dans ma boîte, à savoir du marketing sortant. On se dit que ça serait bien qu'on fasse une newsletter toutes les semaines et puis la réalité, c'est qu'il y a des fois, ça n'arrive pas.
Alors, pourquoi je prends cet exemple? C'est que souvent, quand mes clients ne savent pas par quoi commencer, je leur demande qu'est-ce qui vous prend du temps, qu'est-ce que vos équipes n'aiment pas faire ou qu'est-ce que vous aimeriez pouvoir faire mais que vous ne faites pas suffisamment ou tout simplement pas bien. Donc, c'est pour ça que je choisis ce cas d'usage à vous présenter. Donc là, un truc assez simple, donc si on est sur NBTN, hein, enfin assez simple. Ça a l'air compliqué, mais ça ne l'est pas. Ce que ça veut dire, c'est tous les matins à 8h30, je vais aller sur certains sites pertinents, je vais aller récupérer les derniers articles. Je vais donc les parser. Les parser, ça veut dire les traiter, si on veut, extraire ce qu'il y a dedans. Puis après, je vais les faire classifier par un agent IA qui va déterminer est-ce que cet article est pertinent ou pas par rapport à la newsletter que je veux faire. Comme la planète est important et la RSE aussi, j'ai choisi le cas d'usage de la sustainability, mais bien entendu, on peut le faire sur n'importe quoi. Après, on va pouvoir enregistrer les résultats de l'analyse dans un fichier Excel pour avoir la traçabilité. Puis après, on va pouvoir générer une réponse. C'est des choses assez simples à mettre en œuvre. Autre cas d'usage qu'on a pu tester qui est assez amusant, c'est vous pouvez mettre un bot derrière un WhatsApp, par exemple. J'avais fait ça là, pour une opération pour Carambar où c'était vous écrivez bot sur WhatsApp et puis on allait générer des blagues par la suite. Pour plus lentement, ou si j'en prends un autre sur les emails. Voilà. Ah. C'est bon? Toujours pas. Parfait. Parfait, on a toujours un peu de décalage avec le chat, donc c'est bon, c'est relancé. Okay. Donc, pour essayer d'expliquer de manière à quelqu'un de simple que ma newsletter, imaginez que vous receviez des centaines de milliers par jour, et si je prends le cas, et que vous voudriez passer 20 minutes par jour à traiter votre boîte mail. Comment est-ce qu'on pourrait procéder? Donc, la première étape, c'est de se dire, sur tous les mails qui arrivent, je vais tâcher de les classifier. Donc, pour les classifier, je vais connecter ma boîte mail. Donc là, j'ai pris un Gmail parce que nous, on est sur Gmail, mais bien entendu, vous pourriez tout à fait connecter une boîte mail à Outlook. Il n'y a pas de problématique. Et puis, on va définir un déclencheur. Donc là, mon déclencheur que j'ai paramétré, c'est de dire toutes les minutes, je veux vérifier si des nouveaux mails sont arrivés ou pas. Après, si je veux pouvoir catégoriser l'email, il faut que je puisse lire le contenu et l'analyser. Donc, pour l'analyser, je vais ajouter un nœud, une étape qui me permet de récupérer le contenu du message. Et donc là, vous voyez, on a à côté un truc qui a l'air assez moche et à droite, un truc un peu structuré avec toutes les informations sur l'email. L'étape d'après sera donc de le classifier. Comment est-ce qu'on fait pour le classifier? On va y mettre
un modèle d'IA. Donc là, j'ai choisi de mettre du OpenAI, mais j'aurais tout à fait pu mettre, quand vous allez dans AI, là, hop, vous avez plein d'options. Ça peut être un modèle de chez Anthropic, donc Claude, qui est assez exceptionnel en termes de rédactionnel. Ça peut être Gemini de Google, ça peut être du Mistral, ça peut être DeepSeek, enfin, peu importe. Donc là, après, on va lui donner des instructions. Donc, les instructions que je vais donner, c'est, s'il te plaît, labellise l'email en utilisant différents types de tags disponibles. Voici l'email que tu veux catégoriser. Et donc là, ce que vous voyez qui a l'air compliqué, en fait, ne l'est absolument pas. Je lui ai simplement fait glisser. Bon, c'est pas celui que j'ai pris, mais bon, vous prenez un champ à gauche et vous le faites glisser dans la fenêtre pour l'ajouter au prompt. Ça veut dire que ça va être dynamique. Quand vous voyez ça, c'est une variable informatique. Donc, c'est rien de très compliqué là. Ça veut juste dire que cette chaîne de caractères va être remplacée pour chaque nouvel email par le texte de l'email, tout simplement. Puis après, on va pouvoir aller dire je veux récupérer les labels, donc les tags dans ma boîte mail Gmail. Donc, pour ceux qui connaissent Gmail, les tags, ils sont là, c'est vos fameux libellés. Par exemple, là, pour un client, vous avez la démo d'un bot qui fait permet de traiter des déclarations de sinistre dans l'assurance et des demandes de devis sur des contrats. Bah, hop, ça permettait d'ajouter directement au bon. Et si je reviens dans ma séquence ici, ça j'ai rajouté pour rien, je vais pouvoir récupérer les tags donc, qui sont sur mon compte Gmail. Je vais avoir les tags que j'ai mis sur l'email qui vient d'être analysé. On va pouvoir les faire combiner ensemble, et ajouter uniquement les tags pertinents à l'email. Une fois que vous avez fait le tag, voilà, vous avez ajouté un tag. Là, on peut tout à fait faire en live, dire que je veux please generate reply to this email. Donc là, on pourrait pareil, lui passer des paramètres, lui dire voilà, pour faire la réponse à l'email, moi je veux utiliser Anthropic par exemple, Claude 3.7 qui est un super modèle. Et en plus de ça, je veux lui donner une mémoire parce que c'est quand même important qu'il ait accès à des infos sur ma boîte. Donc, j'aurais configuré une base de données avec de la mémoire. Et potentiellement, je veux lui donner un outil. Et l'outil, ça peut être l'accès à un CRM pour aller chercher de l'information. Ça peut être l'accès à un site e-commerce pour savoir s'il me reste du stock sur telle ou telle référence. Les cas d'usage sont relativement infinis. Donc, comme toujours, le diable est dans les détails. Ça a l'air assez simple à mettre en œuvre. D'expérience, quand on veut intégrer les API dans tous les sens, il faut prendre un peu de temps pour y réfléchir. Et c'est pour ça que ce que vous expliquiez, Jordan, tout à l'heure, sur le fait de bien planifier son projet est extrêmement important. Tu veux rajouter un truc, Jordan, là-dessus? Non, mais juste par exemple, ça prend combien de temps de développer un avion comme ça? Des questions que les gens se posent en général. Est-ce que c'est long à développer? Je sais pas, une demi-journée, un jour, ça dépend. Pour prendre l'exemple là de celui que je vous présentais tout à l'heure, qui était sur je vais partager toujours mon truc, qui était sur la newsletter automatisée. Ça, j'ai dû le faire en deux heures, peut-être. Et parce que je l'avais déjà fait, donc c'est toujours pareil. Si vous ne l'avez jamais fait, vous avez passé 2 jours, 3 jours. Et on parlait de ROI tout à l'heure. En termes de ROI, ça représente quoi? Ça dépend de ton volume. Ça dépend vraiment du volume. J'ai un exemple, c'est parlant, c'est pour pas mal de projets qu'on fait, N8N est insuffisant, notamment quand on travaille pour un assureur qui doit traiter 500 000 dossiers par an. On ne va pas faire du N8N, on va faire du code. C'est un peu les cas extrêmes, quoi. Et là-dessus, ils recevaient 500 000 factures manuscrites de quand vous allez chez le psychologue, podologue, tout ce qui est médecine douce. C'est pas des factures classiques, c'est le médecin qui écrit avec une écriture de médecin, enfin en tout cas de professionnel de santé, c'est-à-dire très mal. Et donc, il s'était demandé, est-ce qu'on peut utiliser une équipe d'agents IA pour traiter automatiquement les factures? 500 000 factures à traiter. En externalisé aujourd'hui, ça leur coûte 2,02 euros par par le prestataire de BPO par qui passe. Donc, un peu plus d'1 million d'euros par an. Et là, on arrive à traiter 52% des dossiers automatiquement, quoi. Et le coût, on a vendu ça à 60 000 euros, je crois. La facture, le coût
coût de traitement d'une facture, on est aux alentours de 8 centimes. Et plus le setup, en gros, ils ont économisé 500 000 euros. Et tu as d'autres cas d'usage Sur Là, on des... parle d'un cas d'usage qui est partiellement déjà automatisé et où l'IA va réduire le coût global de la facture. Est-ce que tu as des cas d'usage où il n'y a pas d'automatisation existante et justement, on a un ROI Alors, j'en aurais deux. On a fait donc du traitement de mail pour un gros e-commerçant qui reçoit 7000 mails par jour et on divise quasiment par 100, je crois, le coût de traitement du mail. Donc là, c'est pas mal. Mais là, pareil, c'est du code, c'est pas sur des trucs. C'est un peu plus compliqué que simplement ce qu'on montre là. Et autre cas d'usage que moi j'aime beaucoup et que je pense que toutes les boîtes devraient faire, c'est celui qu'a présenté Jordan en introduction sur la production de contenu. Tout simplement parce que pour nous, à un moment, ça nous a sauvés. On était dans une passe où personne, quand on faisait du sortant, on avait très peu de retours pour vendre du chatbot, du callbot, etc. Et je me suis dit, je comprends pas, je passe par des agences qui font du SEO, à chaque fois ça marche pas. Ils me disent, vous dépensez pas assez, donc j'ai dépensé plus, j'ai changé d'agence jusqu'au jour où ça m'a gavé. Et j'ai automatisé le process de création d'articles. Comme l'a montré Jordan, là, c'était une première étape, mais on a constaté qui marche très bien, et ce que Google vous valorise, c'est que vous ayez produit le meilleur contenu possible sur une thématique. Et le meilleur contenu, ça veut dire celui qui répond à le plus d'intentions de recherche et pas le plus de mots-clés forcément. Donc, évidemment, il faut mettre les bons mots-clés, mais il faut surtout mettre une expertise et du contenu de qualité. Et ça marche extrêmement bien. Et le corollaire que je n'avais pas prévu, mais pour toutes les personnes qui font du marketing sur ce webinaire seront ravis de l'apprendre, c'est que si vous utilisez ce genre de méthode pour produire des articles qui vont faire 2500, 3000 mots, donc bien supérieur à ce qui se fait sur le reste du marché, ces contenus sont super bien identifiés par Perplexity, Gemini, ChatGPT Search. Et donc, j'ai eu mes premiers leads qui sont venus par ChatGPT. Donc, quand ils avaient demandé c'est qui la meilleure boîte de chatbot sur telle thématique, en l'occurrence, c'était le tourisme, on était ressortis alors qu'on a fait un projet dans le tourisme et que la plupart de nos clients sont plutôt dans les services financiers. Et tout simplement, c'était l'Office de tourisme du Cameroun qui avait demandé à ChatGPT et ils étaient arrivés chez moi. Ça, c'est pour moi le quick win, pardon, ça serait d'aller sur production de contenu pour commencer. Hyper intéressant. Attends, je reprends la main sur le micro. Non, mais tu vas faire un écho là, sinon. Une question qu'on nous pose quand même de manière assez récurrente, finalement, c'est de se dire, OK, mais on commence par où pour créer ces fameux agents IA? Comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on fait un peu le tri? Et moi, ce que je vous conseille vraiment, et après, je laisserai la main à Vivien pour vous donner un petit peu les prochaines, entre guillemets, évolutions de tout ça, parce que c'est quelque chose qui est extrêmement dynamique. Je pense qu'il faut absolument, mais absolument concevoir ça comme quelque chose de progressif. En gros, ce que vous ne perdrez jamais en temps et en énergie, c'est d'identifier globalement ce qui vous en coûte. C'est le plus important et d'apprendre à décrire concrètement les choses, les étapes, les processus que vous souhaitez automatiser, peu importe que vous fassiez de l'IFTTT ou que vous fassiez des agents IA. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que le diable est dans les détails, comme l'a dit Louis Clément. Parfois, un petit détail que vous allez omettre au début, qui vous paraît tout à fait insignifiant pour vous, change littéralement tout l'effort de création d'une automatisation, qu'elle soit en IFTTT ou d'un agent IA. Et c'est hyper important, mais vraiment, 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 vraiment hyper important d'avoir une expression du besoin et des contraintes qui soient hyper claires au début. Hyper, hyper claires. C'est pas marrant. En général, on n'aime pas faire ça parce qu'on a l'impression de perdre du temps à faire l'expression du besoin. Mais je vous jure que c'est globalement la plus grosse perte de temps à la suite de ne pas le faire correctement. Ensuite, là, l'outil que Louis Clément vous a présenté, bien que ce soit mon préféré, que ce soit celui préféré de Vivien, N8N, on vous conseille fortement, si vous voulez prendre en main les agents, de commencer par les agents qui sont disponibles sur make.com ou sur Zapier. Pourquoi? Parce que sur ces plateformes-là, l'interface utilisateur est déjà beaucoup moins agressive que ce qu'on vous a montré là, même si voilà, ça coûte plus cher. Globalement, ça reste une très bonne alternative. Et globalement, l'arbitrage de est-ce que j'ai besoin d'un agent, est-ce que j'ai besoin d'IFTTT, il doit vraiment se faire en suivant la méthodologie et le cadre que je vous ai présenté. C'est une fois qu'on a défini le pourquoi je veux une automatisation, le qu'est-ce que je veux automatiser et quels sont les outils,
solutions qui vous disent « Ah, mais vous inquiétez pas, on va utiliser de l'IA pour créer vos agents IA ». C'est quand même un peu la promesse ultime. Hein. C'est que ça va se limiter à des choses assez simples. Et donc là, vous voyez, c'est une automatisation en 3 étapes. Si on veut faire des choses plus complexes, souvent, il y a bien plus d'étapes. Et donc, ça ne va pas encore tout faire de manière automatisée sans que vous ayez strictement rien à faire de votre côté. Je dis toujours que l'IA est intelligente à la hauteur de l'intelligence que vous mettez dedans. Donc, si vous avez un mauvais process et que vous essayez d'utiliser de l'IA pour le reproduire, vous aurez toujours de mauvais résultats, ça ne va rien changer. Donc, il vaut mieux prendre parfois le temps de mettre à plat le process, se dire quel est l'objectif, avant de se lancer dans de l'automatisation de choses qui ne sont pas toujours optimales. Je pense que Jordan a vu ça dans beaucoup d'entreprises. Je te laisse. Mon quotidien, mon grand quotidien. Donc du coup, l'idée sur les dernières minutes qui nous restent ensemble, c'est que Vivien nous fasse peut-être un petit peu, par sa position, il va passer beaucoup d'entreprises, beaucoup de projets tech et en plus beaucoup plus deep tech que ce que nous on mentionne là tout de suite. C'est quoi, Vivien, l'avenir finalement de ces technologies-là? Où est-ce qu'on va avec ces agents IA? Est-ce que demain, on aura effectivement ce rêve d'avoir une équipe entière remplie d'agents IA qui pourront travailler à notre place? Est-ce qu'on y arrive bientôt? Alors, le mythe de l'AGI, on n'y est pas encore. Il y a beaucoup de recherches, il y a beaucoup d'argent qui est mis dedans, mais on n'est pas encore, on est très loin du niveau de l'agent ultime qui crée lui-même ses agents pour réaliser des tâches. Donc, la fameuse vague qu'on voit dans la presse qui est on va tous être remplacés par l'IA, elle est partiellement fausse. Partiellement fausse parce que Louis Clément l'a très bien souligné, il y a certains métiers qui sont plus à risque que d'autres, notamment les métiers autour de la veille, les métiers autour du reporting financier, du reporting juste les gens qui écrivent des notes. Et ça, autant vous dire que dans l'administration, il y en a beaucoup, mais dans les grandes entreprises aussi. Donc, ces métiers-là sont plus à risque, on va dire, que d'autres, et plus facilement automatisables par des agents. Mais l'agent ultime autonome qui remplace un salarié, on n'y est pas encore. Dans certaines parties de l'économie, ça va exister et c'est déjà en cours de déploiement et Louis Clément est à la manœuvre pour faire ce genre de choses. Mais on n'y est pas encore. Moi, je vois dans les évolutions du marché trois grands secteurs. Le premier secteur, c'est ceux qui vont développer les LLM. Donc, on est vraiment au tout lancement des LLM, on pensait qu'on allait avoir des LLM hyper spécialisés, qui allaient être ce qu'on appelle des small language models, qui allaient être hyper spécialisés par tâche, renforcés avec de la data. Le marché est en train de nous prouver le contraire, qu'on est plutôt en train de s'orienter vers des hyper modèles généralistes, qu'ensuite on va dériver en petits modèles. On est plutôt sur la mode des gros modèles généralistes qui sont capables de se spécialiser via des agents spécifiques. Donc on va prendre ce qu'on mentionnait tout à l'heure, un ChatGPT, et on va lui donner via un prompt et via un agent spécifique, on va le personnaliser pour qu'il fasse une tâche particulière, comme des newsletters, comme de la recherche, comme des choses comme ça, mais on reste sur un LLM générique. Donc là où il y a quelques mois, on parlait plutôt de LLM hyper spécialisé, là on reste sur du LLM générique. Ensuite, le deuxième trend de fond, ça va être une trend de coût. Je ne sais plus si c'est avec toi, Jordan, qu'on en discutait, mais en fait, on s'aperçoit que les call API, donc c'est-à-dire justement l'achat du temps de cerveau de ChatGPT ou de Perplexity, etc., il a un coût. Et les agents, ils ont besoin de raisonner, ils ont besoin de prendre du temps, ils ont besoin d'analyser potentiellement des quantités de données qui sont importantes. Et si on prend le dernier de ChatGPT, pour le citer, parce qu'il a parlé de lui dans la communauté des devs, un call API sur 1 million de tokens, donc ce qui veut dire 1 million de tokens, c'est un gros rapport de bien 80 pages, c'est $300. Donc, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que la tâche que je cherche à automatiser, qui va potentiellement me prendre du temps, est-ce qu'à la fin, elle me coûte bien le coût d'inférence de cette tâche? Donc, c'est-à-dire qu'on va avoir un vrai enjeu sur les agents de dire, certes, on automatise, mais à quel coût? Et est-ce que les coûts proposés par ChatGPT, Mistral, etc., seront compétitifs par rapport à la tâche qu'on automatise? Et il y a encore des tâches sur le marché où l'IA doit faire trop de calculs, trop de réflexions, trop d'itérations, les jeux de données sont trop grands, et donc du coup, on doit les sous-segmenter et les découper. Et là, ça devient trop cher, et l'employé, j'allais dire un peu basique,
est toujours compétitif d'un point de vue prix et temps horaire par rapport à l'IA. Donc ça, c'est un vrai point. Et ce point-là, il va être résolu par l'intersection de deux choses. L'augmentation de l'efficacité des puces. Donc là, c'est plutôt le job de NVIDIA. Et l'autre côté, c'est la marge que prennent les plateformes. Et ça, c'est plutôt l'enjeu des Mistral and Co. Et toujours de pouvoir trouver le bon LLM qui répond à la bonne problématique. On a toujours l'opportunité d'aller sur des LLM moins coûteux, qui sont peut-être plus spécifiques, plus précis. Par exemple, pour faire de la classification, Mistral a fait un super travail récemment là-dessus. Donc, plutôt l'intersection un peu de ces deux choses. Ensuite, il y a le deuxième point, ça va être le marché des API. Tu l'as très bien cité, on a des API legacy dans les entreprises. Le gros point, ça va être de les rendre compatibles avec l'IA. Le MCP, en quelque sorte, c'est comment rendre une API compatible avec l'IA. Donc là, on a un très gros enjeu de construction de ces API. Et ce qui est assez amusant, c'est que les premiers MCP, donc qui permettent, pour rappel, de faire communiquer l'IA avec une application de manière assez automatique, pas encore ces API ou qui sont encore très balbutiantes, mal documentées, etc. Là, les MCP, ça va être un vrai travail pour les à parler du web avec l'arrivée du mobile, du web qui est devenu responsive, donc compatible avec l'usage des mobiles. Et bien là, on va arriver sur un web qui va devenir, on va dire, AI responsive ou AI responsive, dans le sens où il faudra que les pages web soient compatibles avec les agents IA. Et on va aussi s'apercevoir que le web va de plus en plus se privatiser. Je pense notamment, par exemple, aux articles de presse, etc., pour éviter justement d'être scrappé par l'IA. Et donc, du coup, on va avoir ce qu'on appelle le deep web, qui va grossir, je pense, de manière significative, tandis que l'Internet accessible va se généraliser au profit d'un web qui sera de plus en plus écrit par l'IA et de plus en plus, on va dire, on va retrouver de plus en plus d'articles écrits par l'IA, et donc le web accessible sera des IA qui se parlent plus ou moins entre elles, avec ponctuellement des contributions humaines, mais ces contributions humaines, en tout cas de notre point de vue, seront de plus en plus privatisées ou privatives, soit dans des réseaux sociaux qui seront avec des barrières à l'entrée, où on devra prouver en quelque sorte qu'on est humain, soit dans des zones qui nécessiteront des abonnements. Donc ça, c'est la troisième grande lame de fond. Et pour nous, le grand enjeu, là, d'un point de vue évolution, ça va être le diagnostic. C'est ce que tu as cité tout à l'heure. C'est diagnostiquer les technologies historiques au regard des nouvelles technologies. Et donc, du coup, quelle est la capacité de ces technologies historiques à s'adapter à ces nouvelles technologies, à intégrer du MCP, à intégrer des agents IA, quand tout simplement on a une plateforme e-commerce, comment on rajoute un chatbot IA, comment on intègre l'IA au bon moment pour faire la bonne recommandation qui va aider la personne à faire son choix. Donc voilà, il y a beaucoup de questions, il y a beaucoup de petites choses, on va dire, des quick wins qui, elles, vont être rapides, mais il va y avoir quand même une lame de fond qui va mettre un peu plus de temps et qui va certes mettre du temps, mais qui va nécessiter de l'intelligence humaine pour être mise en œuvre. Pour compléter ce que tu viens de dire, je l'ai mis dans le chat là, les stats, mais je faisais des recherches ce week-end et vous avez 61% des Gen Z et 53% de la génération Y aux US qui déclarent préférer utiliser un assistant IA plus type ChatGPT, Perplexity, que passer par Google. Donc concrètement, d'ici 6 mois, 1 an, vous ne ressortez pas sur ces IA, vous n'existez plus, tout simplement. Ou alors, il faudra payer de la pub très cher pour remonter. D'où, à mon avis, l'intérêt de prendre le tournant ou la vague au bon moment pour pas que ça vous coûte bien plus cher demain, quand tout le monde y sera mis et que vous ferez partie de ceux à la traîne un peu, comme on a pu le voir pour ceux qui avaient raté le virage d'Internet à l'époque. Tu peux te mute avant qu'on se fasse taper dessus pour les échos. Moi, je voudrais juste rajouter un dernier point, un point de perspective. En fait, c'est hyper dur quand c'est pas notre métier, en fait, qu'on est juste, on est un employé, on a un métier, en fait. C'est hyper dur de suivre tout ça, d'essayer de comprendre tous ces termes hyper techniques, MCP, API, inférence.
qui sont en fait pour nous finalement notre quotidien, mais pour beaucoup de personnes, ça ne l'est pas. En fait, moi, j'ai une conviction très forte et c'est assez marrant, je ne suis pas d'accord avec toi, Louis-Clément. Non, mais je ne suis pas d'accord. En fait, moi, je pense qu'on arrive très bientôt à un monde où, en fait, l'agent IA, en fait, il fera partie d'un environnement, d'un système où il aura accès à mon Google Drive, il aura accès à mon Slack, il aura accès à mes mails, il connaîtra exactement mes processus opérationnels et il sera capable de faire ressortir ces processus-là. Et il sera capable de venir automatiser parce qu'il connaît assez bien la personne que je suis, l'environnement de travail dans lequel je me situe pour être capable de le faire, tu vois. Et en fait, moi, je suis convaincu que la vraie révolution de tout ce qu'on discute là, des Google, des Perplexity, qui est plus utilisé que Google, c'est juste qu'en fait, c'est la manière de faire, en fait. C'est juste qu'on a l'impression d'avoir une discussion, c'est très humanisé, tu vois. Et en fait, pour moi, je pense vraiment qu'on va bientôt arriver au stade où la technologie sera plus la barrière à l'entrée. Et tu vois, quand on voit des applications comme Lovable, je ne sais pas si vous avez déjà vu Lovable, c'est absolument lunaire. Lovable, c'est vous tapez « je veux un site web qui gère mes stocks », il vous fait un site web qui gère vos stocks. Bon, alors c'est pas ouf comme site web encore. Il manque pas mal de petites composantes techniques qui vont être capables de lui donner cette texture fonctionnelle et cette texture qui marche. Mais globalement, ça fonctionne comme ça. Donc pour moi, en fait, on revient toujours à cette question de comment est-ce qu'on exprime correctement le besoin, comment est-ce qu'on fait aussi remonter le besoin qu'on ne connaît pas, parce qu'il y a toute une partie du besoin qu'on ne connaît pas en entreprise, hein, parce que ce n'est pas nous qui sommes responsables de cette partie-là de la tâche ou du process, nous-mêmes, on n'arrive pas à matérialiser que c'est quelque chose qui est pénible. Enfin, en fait, comment est-ce qu'on arrive à avoir assez d'informations sur le besoin, et après, le besoin, pour moi, il n'y aura plus de barrière technique, en fait. Que ça soit avec ChatGPT, que ça soit avec Make, avec N8N, enfin, pour moi, les automatisations, dans moins d'un an, je prends le pari avec vous, vous racontez juste votre problème et ça fonctionnera et ça marchera. J'en suis convaincu. Ouais, c'est bon. Et juste, je me permets de rebondir sur la question de Matt Next, sur tout ce qui est lié à l'emploi, en fait. Hein. Ouais, mais ça va revenir, il y a un peu de lag avec le chat. Sur la question de l'emploi, pour moi, il y a un sujet qui est hyper important. C'est en fait, il faut comprendre un truc. Enfin, c'est comme ça, en tout cas, nous, notre quotidien. Des processus automatisés, je pense qu'on en a fait une bonne centaine depuis un an en entreprise. Moi, j'ai deux constats. C'est qu'en général, c'est les employés qui demandent à automatiser. C'est très rarement les patrons qui veulent tout automatiser. Non, mais c'est vrai. Hein. C'est un premier constat. Et le deuxième, c'est que c'est pas la première fois qu'on a une vague technologique qui va venir faire évoluer les métiers, à savoir l'imprimerie, la machine Jacquard, les calculateurs. Enfin, c'est pas la première fois. Et on voit souvent ça sous le prisme de la méchante société corporate qui veut faire des grosses économies, qui veut faire, entre guillemets, du gros cost killing, détruire une quantité phénoménale d'emplois. Moi, je pense que c'est vraiment juste la moitié du vrai problème. Il y a aussi tout un tas d'entreprises qui ont des grosses difficultés financières dans le contexte économique actuel, qui ne sont pas capables de faire face à leurs charges croissantes. Enfin, voilà, inflation, droits de douane, incertitude, enfin, tout ça, ça impacte énormément de boîtes. Hein. Il faut quand même être très conscient là-dessus. Et ces gens-là, en fait, ironiquement, c'est les plus immatures technologiquement. Assez ironiquement. Alors qu'en fait, tout ce qu'on discute, en fait, c'est une sorte de privilège dont les boîtes qui sont technologiques et technologisées, entre guillemets, peuvent bénéficier aujourd'hui. Et en fait, sur la question de l'emploi, moi, je pense deux choses. C'est que je pense qu'en fait, ça peut sauver de l'emploi plutôt que de le détruire, sur toute une partie de l'économie, en fait, qui finalement est en... Moi, je pense que si. Je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises qui sont en difficulté aujourd'hui et qui, en fait, si, OK, admettons, tu vois, c'est un peu le scénario catastrophe que moi, personnellement, j'ai toujours pas vu. Hein. C'est, OK, automatisation, la personne se fait virer. Alors, peut-être dans certains pays du monde, pourquoi pas. En France, on a le droit social, ça se passera certainement pas comme ça. Déjà, premier point. Deuxième sujet, c'est que même si tu arrives avec cette composition-là, à savoir, OK, on automatise une grosse partie d'un job, mais le job, il se réinvente en fait. Et pour moi, la réinvention du job aussi, c'est que tout le monde est responsable à l'échelle de son métier de se renseigner sur l'évolution de son métier et de son courant. Et pour moi, ça fait écho à une compétence, à un soft skills qu'il faut développer. C'est très clairement tout ce qui va être la capacité de formation continue. Ah oui, non, mais de toute façon, en freelance, je comprends tout à fait le point. Hein. Mais après, je n'ai pas de boule de cristal, je ne peux pas dire comment ça va se passer. Mais pour moi, je vois une augmentation de la demande hein, sur tout ce qui est automatisation, no code et autres, par exemple.
Mais c'est vrai qu'en freelance, c'est vrai que c'est immédiat. Oui, c'est vrai que c'est pas faux pour le freelance. Moi, je me permets d'abonder juste sur un point, c'est que la destruction d'emplois doit se mettre aussi en regard de l'évolution démographique des pays concernés et que il n'y aura pas forcément de destruction d'emplois, mais remplacement d'emplois de l'expertise sortante par des agents. Les agents ne sont pas encore en train de détruire de l'emploi aujourd'hui, alors peut-être de manière anecdotique, ils en remplacent de manière ponctuelle, mais ce qu'il faut se dire, c'est qu'il y a bien 5-10 ans avant, enfin peut-être un peu moins, mais avant qu'il y ait vraiment des agents autonomes qui remplacent massivement de l'emploi. Et en fait, quand on regarde la courbe démographique, c'est à peu près l'arrivée de la génération, j'allais dire, qui s'appelle comme ça, mais des boomers sur la retraite. Donc en fait, on va plutôt, pour moi, les agents et l'arrivée des agents va permettre de maintenir le niveau de productivité des entreprises au regard de la compétence qui part, qui sort de l'entreprise, de maintenir la création de valeur et donc de maintenir la capacité du système global à payer les retraites. Je me permets de rebondir parce que franchement, en fait, moi, je pense qu'en fait, il y a un gros problème. C'est qu'en fait, à partir du moment… Non, mais… Ah ouais, il est 18h, je finis juste sur ça. En fait, à partir du moment… En fait, c'est une considération qui est difficile, je ne dis pas le contraire. Hein. Les métiers qui évoluent, c'est absolument terrible, hein. Même si ce n'est pas la première fois, encore une fois, dans l'histoire de l'humanité, même du cercle industriel et moderne où ça arrive. Même déjà il y a quelques années, je ne sais pas si tu te rappelles, quand il y avait Amazon qui commençait à se démocratiser, l'impact que ça a eu par exemple sur les librairies. Voilà. Moi, je pense qu'on a un gros sujet. C'est qu'en fait, à partir du moment où tu as une partie du monde qui est accélérationniste, donc dans un capitalisme d'accélération, c'est-à-dire que les États-Unis, la Chine ne se préoccupent absolument pas de l'éthique et de la morale de leurs avancées technologiques. Ils développent une économie du coup qui est capable de s'adapter